de la ville va en guerre contre les commerçants qui ne respectent pas les journées des citoyens de propriété. Après la descente sur le terrain, Frédéric Zoki et Pau, puisqu'il s'agit de l'UMA de la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, a rencontré les opérateurs économiques pour trouver des solutions à ce problème. Je vous propose d'ailleurs un extrait de cette rencontre dans ce reportage de Jean Jamayena et Château Nbalo. Rien ne sera plus comme avant. Dans les espaces marchands de la ville de Konsamba, l'anarchie et le désordre urbain à ciel ouvert qui règne en grand maître sur les emprises publiques dans le chef-lieu du département du Mungo seront bientôt qu'un lointain souvenir. De nouvelles mesures ont été conjointement prises au cours de cette rencontre entre l'exécutif municipal, les responsables des marchés et les commerçants. Nous avons pris des résolutions. La première, c'est que nous autorisons les enfants, surtout ceux qui vendent des arachides, à marcher. Déjà, nous avons commencé par les identifier. Chaque vendeur devrait avoir son chasuble avec un numéro accordé par la mairie. Et nous leur avons demandé d'associer à cela leur photocopie de carte nationale d'identité ou bien scolaire s'ils sont encore des élèves. Ils sont autorisés à marcher dans la ville, mais pas à stationner. Ils peuvent s'arrêter pour vendre leurs marchandises, mais ils ne devraient pas faire plus de 10 minutes au même endroit. Donc, nous n'avons pas dit que les enfants ne devaient rien vendre. Cette activité permet aussi aux parents de pouvoir mieux préparer la rentrée scolaire de leurs enfants, qu'ils le fassent, mais dans la discipline et dans l'ordre. Nous avons aussi demandé aux vendeurs d'arachides qu'avant de rentrer, qu'ils essayent de faire un peu de propreté. Pour les vendeurs de fruits, nous n'autorisons pas aux vendeurs de fruits de sortir. Ils ont exprimé leurs besoins et leurs problèmes. Nous avons demandé à 3 présidentes venteuses, 3 personnes de nous rencontrer la semaine prochaine pour quelques résolutions. Vous savez qu'avant de prendre ces décisions, on s'est entendu, tout le monde, tous les commerçants qui étaient là. Chacun a parlé. C'est d'après tout ce qu'on s'est dit que le maire a coupé avec les décisions qui intéressent tout le monde. À savoir que chaque vendeur d'arachide doit tourner avec la brouette. Il ne doit pas faire 10 minutes sur place. Concernant les vendeurs de papaye, vous savez que ces vendeurs de papaye ont été toujours difficiles chaque fois comme ça. Parce que à l'intérieur, là, quand ils disent qu'ils ont encore à dire, dès le premier temps, on les avait demandé, on avait commencé à débrayer une place pour eux. Ils entraient même là-bas, c'était pour, en attendant qu'on arrange une place pour eux. S'ils disent qu'à l'intérieur, ils ne vendent pas. Une concertation d'échange et de recadrage qui fait suite à la dernière descente sur le terrain du maire de la ville, à côté de la sensibilisation et les doléances des commerçants recensés dans les marchés. Frédéric Zoki-Yepo avait alors menacé de fermeture les opérateurs économiques qui ne respectent pas les journées citoyennes de propreté, ainsi que les commerçants qui exercent illégalement sur la chaussée. Je passe toute une journée, je vends 500. Je mange d'abord parce qu'il faut d'abord que le corps se mange. Je mange. Je vais rentrer comment? Je suis obligé de sortir chercher même ce que les enfants ont mangé. Je ne sais pas pourquoi les enfants mourir devant nous. L'hygiène et la salubrité dans les marchés passent par la mutualisation des efforts sur le terrain des commerçants et autorités municipales. Et nous quittons la ville de Konsamba pour se rendre à Douala, capitale économique du Cameroun. Et la rédaction centrale des TM Télévision propose ce dimanche un reportage sur un fruit incontournable dans le panier de la ménager. Il s'agit de la tomate. La tomate qui a d'ailleurs connu une augmentation dans les différents marchés et sur les comptoirs des commerçantes. Les cajoux de tomates sont passés de 2 000 francs à 12 000 francs le prix du cajou. Les raisons de ces hausses de prix sur les marchés et les espaces marchands dans ce reportage que nous propose Raoul Ouattat depuis le marché Sandaga.
Vous ne verrez plus cette image où des commerçantes surchargent des sacs et de nombreux cajots sur les motos au marché des vivres frais à Douala, capitale économique du Cameroun. Ce n'est plus l'affluence des grands jours. Les cajots de tomates qui inondaient les grands espaces, les rues, les comptoirs des grossistes et revendeurs se comptent désormais du bout des doigts. La quasi-totalité des grossistes, lassés d'attendre des clients, se transforment en détaillants de tomates dans ce marché réputé pour la vente en gros de ce fruit. Étalés sur les comptoirs en tas de 5 et 1000 francs, ils n'attendent plus que des acheteurs. Et la raison de cette rareté de la tomate sur le marché serait la hausse des prix du cajou de tomate. Nous sommes très loin des périodes où le cajou coûtait entre 1000 et 2000 francs. Maintenant, il faut débourser entre 8 000 et 12 000 pour posséder un cajou de tomate. Et selon les commerçants de ce marché, la tomate a retrouvé refuge chez ces anciens acheteurs qui sont les Équato-Guinéens et les Gabonais. Les champs sont excessivement chers, puisque les Nigérians même entrent, ils vont dans le fin fond des villages de l'Ouest pour payer la tomate à 8 000 francs et 9 000 francs. Imaginez-vous, le planteur préfère encore vendre sa tomate à 8 000 francs au champ que de payer encore la voiture à 1 000 francs pour que ça arrive à Douala à 9 000 francs. C'est pourquoi vous voyez que maintenant la tomate dandine entre 9 000 et 11 000 francs. Tomates qu'on envoyait à notre grand voisin, le Nigeria, comme les frontières étaient fermées, les produits ne sortaient plus. Par conséquent, il y avait donc de l'abondance. Ce qui fait que et les producteurs et nous les commerçants, c'était la débandade. Au point où le cajou de tomate s'est retrouvé dans le panier de la ménagère à 1000 francs, souvent à 1500, le costaud panier que nous vendons aujourd'hui, à l'heure où je te parle, à 12 000 francs. Compte tenu de la pandémie coronavirus, la majorité des cultivateurs et agriculteurs sont en faillite et ont abandonné les plantations. Conséquence immédiate, le fruit se fait rare et les prix grimpent sur le marché. 10 mois, la tomate était entre 2000 et 2500 francs. Et parfois même à 1500. Ce qui a fait que beaucoup de jardiniers ont beaucoup chuté. Et cela était émané du fait que le corona ne permettait pas que les tomates sortent encore de nos frontières, puisque les frontières étaient fermées. Actuellement, apparemment, les frontières sont rouvertes. Et lorsque ces frontières sont rouvertes, toutes les plantations de tomates sont totalement désertes. Toutes les tomates sont finies et les jardiniers sont découragés. Ceux qui pouvaient encore aller au champ ne peuvent plus y aller parce que normalement, ils ont fait des prêts d'argent dans des banques et sont incapables même de rembourser. Ils sont découragés, un peu plus revenir au champ. Le peu compter la tomate, toute la tomate en période de coronavirus. On s'est grimpé parce que maintenant, et les frontières sont ouvertes. Le peu qu'il y en a maintenant, les gens entrent, les étrangers entrent, ils achètent. Donc c'est pourquoi les prix remontent à la hausse. Donc je pense que c'est un peu ça, pour le moment, le phénomène de tomates. En attendant que les cultivateurs retournent dans les champs, ce secteur d'activité fait partie des filières qui bénéficieront du programme d'aide des petites et moyennes entreprises grâce à un acteur du développement et l'État du Cameroun. Ce partenariat qui a d'ailleurs été signé il y a quelques jours, se chiffrant à hauteur de 10 milliards de francs CFA, viendra renforcer les PME fortement touchées par la Covid-19, telles que la commercialisation de la tomate dans le marché Sambaga. Les exécutifs municipaux nouvellement élus sont à l'école de l'évolution du système national de l'état civil avant l'indépendance jusqu'à nos jours. À l'initiative du BUNEP, le Bureau national de l'état civil, les maires des communes et leurs adjoints ont été initiés sur l'évolution du système camerounais avant l'indépendance et ce nos jours, un état civil qui connaît une historique un peu particulière, comme nous le décrit nos reporters Jean-Germain Yenna et Patrice Foucault, qui sont descendus sur le terrain, ont assisté à cette formation-là. Je vous propose d'ailleurs le compte rendu de cette formation dans ce reportage. Connaître l'importance des statistiques et des archives d'état civil, maîtriser le jugement supplétif d'actes de naissance, appliquer les procédures en matière d'ouverture et de clôture des registres, bref, présenter aux nouveaux exécutifs communaux
l'évolution du système national de l'état civil avant les indépendances jusqu'à nos jours. L'État du Cameroun, le gouvernement, a engagé depuis 2010 une réforme de l'état civil du Cameroun. Cela est parti, n'est-ce pas, d'une étude diagnostique qui a été faite en 2006 et 2007 et qui a relevé d'importants dysfonctionnements qui tiennent notamment, n'est-ce pas, à la qualité des acteurs, qui tiennent, n'est-ce pas, à la mauvaise application des textes, qui tiennent à la mauvaise connaissance même des textes. Et cette formation pour le nouvel exécutif que nous sommes nous permettra donc, parce que le problème d'état civil se pose, c'est-à-dire les actes de naissance et les actes de mariage, bon, pas encore le décès, mais pour la plupart, soit ils ont égaré, soit ils ne les ont pas établis dans ces régions. Alors cette formation nous apportera les compétences, les techniques nécessaires pour les accompagner tout au long de ce processus d'établissement de leurs actes de naissance et de leurs actes de mariage, pour ceux qui en voudront tout simplement. Pendant 2 jours, les experts du BUNEC, entendez, Bureau national de l'état civil, ont édifié les maires de différentes communes d'arrondissement du littoral, ainsi que leurs adjoints, sur le rôle et l'importance de l'état civil au Cameroun. Vous savez, l'état civil est très important dans la vie de chaque citoyen. Alors, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Déjà, l'éducation des parents, ceux-là qui mettent au monde des enfants et qui ne savent pas que la première chose à faire, c'est de déclarer, c'est de se faire établir l'acte de naissance à cet enfant-là. Sinon, il n'existe pas. On n'existe qu'à partir du moment où on a un acte de naissance. Et ensuite, nous avons les enfants qui vont à l'école sans acte de naissance. C'est ici l'occasion pour nous de plaider, de voir dans quelle façon est-ce qu'on peut, avec le BUNEC, pouvoir leur établir des actes de naissance. Parce que tout cela est coûteux. Les assises de Douala arrivent à point nommé au regard de la qualité des travaux. Reste donc aux nouveaux exécutifs communaux du littoral de mettre en pratique ces enseignements. Et en santé et lutte contre la poliomyélite sauvage, le Cameroun va abriter dans les tout prochains jours une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et la région littorale fait partie des 6 régions à haut risque d'ailleurs. Une campagne de vaccination mais surtout de sensibilisation concernant la maladie va être faite dans tous les différents centres hospitaliers de la ville de Douala. On parle d'une vaccination à 2 gouttes pour les enfants de 0 à 5 ans pour éviter la poliomyélite. Et concernant ce sujet, les hommes de médias ont été édifiés sur la question lors d'un rendez-vous, sur ces 2 rendez-vous de vaccination à travers le triangle national. Je vous propose le compte rendu de Jean Jamayena et Raoul Ouattat sur la question. Bien que certifié pays libre de poliovirus sauvage depuis le 18 juin 2020, grâce aux nombreux efforts conjugués par le gouvernement et ses partenaires au développement, le Cameroun ne compte pas dormir sur ses lauriers. Il faut renforcer davantage l'immunité collective des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite au regard des risques d'importation de la maladie au niveau des frontières. Mais il faut dire que les pays qui nous entourent sont des pays qui n'ont pas un système de santé solide et robuste, comme le Cameroun. Donc, il y a brassage des populations au niveau des frontières. Donc, le risque d'importation d'un cas de polio n'est pas moindre. C'est la raison pour laquelle nous devons vacciner. Et à chaque moment qu'on va détecter un cas, il y a les directives à l'échelle mondiale qui exigent qu'on doit riposter selon les normes. La campagne nationale de vaccination gratuite contre la poliomyélite qui démarre le 18 septembre prochain dans 6 des 10 régions à haut risque, parmi lesquelles le littoral va se dérouler en 2 phases. Il y a le premier tour qui va se dérouler du 18 au 20 septembre 2020 et le deuxième tour du 9 au 11 octobre 2020. C'est le lieu ici pour faire un plaidoyer
auprès des hommes des médias que vous êtes, auprès des parents, pour pouvoir se mobiliser pour que tous les enfants puissent être vaccinés au cours de ces campagnes. Et que dans cette même ordre d'idée, que les parents puissent ouvrir leurs portes pour accueillir les équipes de vaccination et de mobilisation qui vont sillonner de ménage en ménage. Il est question d'administrer 2 gouttes de vaccin polio oral chez les enfants de 0 à 5 ans et de renforcer la vaccination de routine dans les formations sanitaires. On va pouvoir administrer 2 doses du vaccin polio oral dans la bouche de chaque enfant cible. Et je dis bien que la tranche d'âge qui est concernée par cette campagne, c'est de 0 à 5 ans. Nous demandons également aux parents de pouvoir amener les enfants dans les formations sanitaires pour la vaccination de routine. Plus l'enfant est vacciné, plus l'enfant est immunisé, plus l'enfant est protégé contre les maladies évitables par la vaccination. Les pouvoirs publics et les experts de la santé sont clairs. Le statut du Cameroun de pays libre de poliovirus sauvage doit être renforcé, maintenu et soutenu. Et à votre suite, Jean Jamayena, pour ces parents qui n'auront pas la possibilité de bénéficier de cette campagne de vaccination qui prendra effet dans les tout prochains jours. Il faudrait préciser que tous les centres hospitaliers publics du Cameroun proposent un vaccin contre la poliomyélite et d'ailleurs c'est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Et toujours dans le registre de la santé, cette fois-ci on s'intéresse à la lutte contre la mortalité maternelle, une situation qui concerne les enfants, les bébés, mais surtout les mamans qui perdent la vie à la naissance en donnant vie, et ces enfants qui perdent la vie en respirant pour la toute première fois. C'est dans cette optique, pour réduire à sa toute simple expression le taux de mortalité au Cameroun, qu'une campagne de lutte contre la mortalité maternelle a été mise sur pied dans la ville de Bafoussam, située dans la région de l'Ouest Cameroun, et ceux qui auront pour principale mission de lutter contre ce taux de mortalité très élevé au Cameroun est le comité de lutte contre la mortalité maternelle dans la région de l'Ouest Cameroun, principalement dans la ville de Bafoussam. Le reportage et le compte rendu de Patrick Ngwanya. Au vu des indicateurs, la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est un problème de santé publique au Cameroun. Dans la région de l'Ouest, la délégation régionale de la santé a enregistré au premier semestre 2020 41 décès maternels et 112 décès périnataux. Par décision régionale du 16 février 2016, signée du gouverneur de la région de l'Ouest, un comité régional de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile fut créé. Il a été demandé au comité de renforcer l'ensemble des activités qui sont mises en œuvre, n'est-ce pas, pour réduire la mortalité maternelle néonatale dans la région de l'Ouest, notamment pour ce qui concerne le renforcement des consultations prénatales pour les femmes enceintes, de s'assurer que les différentes mesures qui sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé, pour assurer l'accès aux soins aux groupes vulnérables que sont les femmes enceintes, les nouveau-nés et les enfants, que ces mesures-là soient respectées, notamment les différentes mesures de gratuité de la prise en charge du paludisme chez l'enfant de 0 à 5 ans. C'est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge-là. N'est-ce pas, le bon suivi, l'utilisation des kits obstétricaux, qu'elles soient effectives, et ainsi que les consultations prénatales. L'entrée en fonction officielle de ce comité chapeauté par le gouverneur de la région de l'Ouest, via son installation, vient accentuer la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale, d'où les recommandations du représentant du secrétaire technique du Programme national de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile au ministère de la Santé. Et vous avez noté par la pertinence des recommandations qui s'adressent à tous les secteurs. En tant que délégué régional de la santé publique, et je rassure le membre du comité que je veillerai à ce que ces recommandations soient prises en compte et répercutées sur le terrain, et puis pour qu'on ait cette lutte soit un succès dans nos régions. Et parce que la lutte contre la mortalité maternelle et périnatale nécessite l'implication de tous les secteurs, non pas seulement celui de la santé, ont été associés à ce combat le secteur de l'économie, de la planification du territoire, le secteur de la promotion de la femme et de la famille, celui de la jeunesse,
le secteur des enseignements secondaires et de la société civile, intervenant ainsi dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Et en économie, le timbrage des documents se fera désormais par page, recto, verso ou en fonction du format de la page. C'est un rappel à l'ordre du directeur général des impôts du Cameroun. Et cependant, les experts en matière de fiscalité émettent des réserves tant quant au fonctionnement de cette nouvelle application de la loi, mais à l'exercice de cette nouvelle disposition. Je vous propose l'analyse de plusieurs experts sur la question des extraits proposés par nos reporters Patrice Ngouagnan et Patrice Foucault. Cette lettre du directeur général des impôts datant du 7 septembre 2020 et portant sur le timbrage des documents rappelle que les droits de timbre sont perçus par page et selon les dimensions de papier. Cette disposition est contenue dans l'article 438 et suivant du Code général des impôts. Pour l'expert en fiscalité Serge Alexis Midjiwan, l'on est là face à une mauvaise interprétation de la loi. Oui, pour nous autres experts, ça nous pose un problème qui est cité dans la note du directeur général des impôts, dans son interprétation. Plusieurs experts comme moi ne sont pas trop convaincus. Oui, il n'est pas en train de créer un timbre nouveau, il a juste interprété la loi, il a pensé que ça doit être timbré par page. Or, dans l'interprétation que nous faisons de la même loi, nous ne sommes pas convaincus parce que la loi parle plutôt de papier et de feuilles. À l'article 438, vous verrez, on parle de papier. Un papier, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un papier renvoie à une page du papier? On sait qu'un papier a 2 pages, recto verso. Mais si la loi parle de papier, ça reviendrait à tout le monde comprend. Donc, c'est un problème d'interprétation de la loi. Et l'impôt étant du domaine de la loi, tout ce qu'on demande, c'est que on interprète la loi de manière à ce que tout le monde soit unanime. Cette disposition est un véritable frein à l'épanouissement du contribuable. Ces mesures vont beaucoup impacter le portefeuille ou bien la trésorerie des entreprises qui réalisent souvent des marchés publics. Voyez-vous, les marchés publics plus précisément, en dehors des bons de commande, les lettres commandes et les marchés proprement dit sont des documents qui sont parfois présentés en des pages entières. On a vu des marchés parfois en 20, 30, 40 pages. Pour les contrats publics, les marchés publics. Et non seulement le contrat en lui-même, c'est plusieurs pages, mais le contrat est aussi présenté en plusieurs exemplaires. Le minimum, c'est 7 exemplaires. C'est à ce niveau que l'impact de cette mesure sera très visible. L'expert compte tout de même, aux côtés de ses pairs, apporter toutes les difficultés d'application y afférentes. Et l'impôt est du domaine de la loi. Ce qui signifie que si on veut instituer un impôt ou un timbre, il faut que cela ait un fondement légal. Parce que s'il arrive que le fondement légal est problématique, tôt ou tard, la mesure, on reviendra sur la mesure. Tout ce que nous recherchons, c'est que cela ait un fondement légal. Et c'est à ce niveau que nous ne sommes pas encore totalement convaincus. Cette nouvelle disposition, au-delà de son fondement légal, complique aussi la création d'entreprises dont le budget doit passer du simple au double. Et en sport, Coton Sport de Garoua a tenu son assemblée générale du côté de Garoua, situé dans la région du Nord, une assemblée générale qui vise à préparer les différents joueurs, mais surtout l'encadrement technique quant à l'effectivité de la saison sportive très annoncée dans l'ensemble du triangle national. Je vous pose le commentaire de Patrice Ngouagnan et Saïdou Foncier depuis la ville de Garoua. Le club fanion de la région du Nord, Coton Sport de Garoua, a tenu ce jour son assemblée générale ordinaire en prélude au championnat national d'Élite One, dont le début est toujours attendu. Cette assemblée était l'occasion pour le top management du club de faire le bilan de la saison écoulée et de fixer les objectifs pour la saison prochaine. C'est le pouvoir dessous, le Coton Sport. Et vous savez que sans argent, une équipe de football ne peut pas marcher. Donc j'ai aussi profiter de cette occasion pour prendre des engagements vis-à-vis de l'Assemblée générale, que la masse serait restructurée et que nous allons faire des efforts pour transformer nos adhérents de la masse aux supporters. C'est-à-dire non seulement qu'ils vont adhérer, mais ils vont aussi devenir de grands supporters. Et on fera bientôt, c'est-à-dire dans les jours à venir,
avec l'appui du directeur général de la Sodocoton, une tournée pour que les adhérents de la base, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés dans d'autres sites, ceux qui sont à Tchatchipali ou à Kaélé, aient les mêmes informations de ceux qui sont au niveau de la direction générale. Sur le plan sportif, Coton Sport a mis la main dans la caisse pour s'offrir les services de certains joueurs expatriés. Vous savez que nous avons renforcé cette équipe énormément. Je pense que les médias l'ont relayé. Nous avons recruté des joueurs de calibre. Vous avez essayé de faire les échos par le passé. Nous avons effectivement renforcé le côté offensif avec des joueurs de calibre venant même de l'extérieur. Nous avons des Congolais, nous avons des Tchadiens et même en cours de recrutement un ou deux Burkinabés qui peuvent nous apporter beaucoup parce que nous entendons faire plus et peut-être préparer éventuellement notre participation à la Coupe de la CAF. Et au-delà du sport, je peux vous dire que nous entendons, grâce à l'accompagnement du directeur, du président d'honneur de Coton Sport, nous allons acquérir dans les prochains jours un bus VIP pour mettre les joueurs en confort, pour que nos déplacements soient de qualité et pour que les joueurs puissent apporter plus de résultats. La saison sportive 2020-2021 est d'ores déjà sur les bons rails et les cotonculteurs tissent déjà du bon coton. Et en ouverture de cette page internationale, nous prenons la direction de la France où on a enregistré près de 10 000 cas de coronavirus en une seule journée. Les autorités s'inquiètent quant à la montée du virus dans les différentes parties de l'Hexagone. France 24. La Guadeloupe, Marseille, Bordeaux, 3 territoires où le virus se propage de manière alarmante. Tous les indicateurs sont dans le rouge, à commencer par les contaminations. À Bordeaux, 272 nouveaux cas pour 100 000 habitants. La moyenne nationale est de 70. Ça fait peur déjà un petit peu. C'est vrai que pendant le confinement, on était les moins touchés, c'était plutôt le nord. Donc on se demande pourquoi on est plus touché maintenant. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne respectent pas les gestes barrières. Il y a des regroupements de foule, donc je pense qu'il est nécessaire de resserrer un peu la vis. Ouais. À Marseille aussi, le nombre de contaminations monte en flèche. 275 pour 100 000 personnes, la conséquence directe des vacances, selon ses habitants. Je pense que c'est les allées et venues entre les différentes villes de France. Quand je suis allée cet été sur les plages, c'était la folie, et maintenant on paye toutes ses libertés. À l'hôpital de la Timone, la situation se tend au fur et à mesure que les lits se remplissent. C'est sûr que les événements, les rassemblements festifs avec une population jeune, sans gestes barrières, a probablement facilité la propagation de la maladie par la suite aux différentes classes d'âge. La pression s'accentue aussi dans les hôpitaux de Guadeloupe, 228 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Les vacances des soignants ont été annulées, mesure insuffisante pour la direction de l'hôpital qui lance un appel au renfort. L'urgence de respecter les mesures barrières dictées par l'Organisation mondiale de la santé. Et en Russie, on parle de la tenue des élections régionales pour ce dimanche. Les précisions dans ce reportage. Jour d'élection à Novoï-Sibirsk en Sibérie, la 3e plus grande ville de Russie. Ici, une trentaine de candidats d'opposition ont fait alliance avec un seul but, battre le candidat du Kremlin. 41 régions russes votent pour élire des gouverneurs mais aussi des assemblées régionales dans ce pays qui est le plus vaste du monde. Et justement, à des milliers de kilomètres de là, dans la ville de Khabarovsk, les habitants manifestaient une nouvelle fois ce samedi. La ville est devenue un foyer de contestation anti-Poutine depuis l'arrestation du gouverneur de la région début juillet. L'opposition va tenter une nouvelle fois la tactique dite du vote intelligent. Cette stratégie consiste à donner sa voix au candidat le mieux placé pour battre le parti Russie Unie de Vladimir Poutine, peu importe sa couleur politique. Et l'inventeur de cette technique n'est autre qu'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 du Kremlin, hospitalisé en Allemagne pour empoisonnement.
Наверное, единороссы потихонечку работают, всех потихонечку душат. La tactique du vote intelligent avait déjà fait ses preuves l'été dernier lors des municipales à Moscou où le parti de Vladimir Poutine avait perdu de nombreux sièges. À un an des élections législatives, ces scrutins locaux ont valeur de test pour le pouvoir russe. La popularité du parti de Vladimir Poutine s'érode à seulement 30%, victime d'un contexte économique et social difficile, mais aussi de nombreuses accusations de corruption. Et c'est ainsi que nous reformons ce journal télévisé du 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Retrouvez l'actualité ce lundi dès 8h dans le cadre de la matinale Cocoricouri. À 13h, le journal de la mi-journée. À 17h30, le journal en langue anglaise. À 19h45, le grand format de l'édition de l'information. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous. Dans ce trou-noir, j'ai fait trop de bêtises dans ma vie. Mais là, je suis en train de payer pour un crime que je n'ai pas commis. Quel homme s'intéresserait à ça après m'avoir vu? C'est n'importe quoi. J'ai l'impression que vous faites tout ce qu'il y a votre propre lumière sur le dos. Mais c'est toi qui as tué Denis? Non, je ne peux pas aller en prison. Je ne veux pas supporter Dilette. Et j'étais pas seule à annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, comme il est absent, c'est toi qui va te charger de lui dire qu'on va avoir un bébé. Votre nouvelle série Checkmate, un véritable chef-d'œuvre qui met à nu les pratiques de ces hommes et femmes de pouvoir, prêts à tout pour maintenir leur position au top de l'échelle sociale. J'espère que vous allez apprécier.